Bonjour à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos, cette fois consacrée à It's a Wonderful World, le jeu développé par Frédéric Guérard, illustré par Anthony Wolf et coédité par Ori Games et la boîte de jeu en 2019. S'agissant d'un jeu de 2019, largement diffusé à plusieurs milliers d'exemplaires de boîtes, je pense, il ne s'agit pas pour moi de vous proposer une partie complète avec les règles de base, mais plutôt d'aborder It's a Wonderful World sous l'angle thématique. Pour ça, nous allons commencer par regarder le petit fleuve proposé au dos de la boîte, qui nous permet de mieux comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors, il nous est dit: chers citoyens et citoyennes des 5 empires, aujourd'hui est une journée importante, car nous commémorons le 10e anniversaire de la fin des Grandes Guerres. Quelle joie immense de vivre dans un monde où le bonheur des peuples guide chaque décision et chaque choix de nos leaders aimants, sages et charismatiques. Quel wonderful world de paix et de progrès nous avons construit. Tous nous savons, tous nous suivons. C'est ainsi que It's a Wonderful World nous propose une situation d'immédiate après-guerre. Je pense que la thématique fait référence à la période de la guerre froide, c'est-à-dire au monde après 1945, durant laquelle les grandes puissances de ce monde s'affrontent sous la forme de deux blocs, le bloc soviétique et le bloc occidental. Cette guerre froide se caractérise à la fois par la bipolarité, c'est-à-dire par l'opposition entre les deux blocs, bien sûr, mais également par l'émergence de nouveaux acteurs internationaux. Ainsi, le joueur incarne, à travers sa nation et la construction de son empire, l'un de ses protagonistes qui vient contester aux grandes puissances leur suprématie. Voilà pour la thématique. En termes d'organisation de notre série de vidéos, donc l'idée est de consacrer le premier épisode de la série au jeu de base, bien entendu, mais dans sa version scénarisée, c'est-à-dire que celui-ci propose, au dos du livret de règles, 6 scénarios, et nous en sélectionnerons un au hasard, on verra ça tout à l'heure. Le second épisode sera consacré à l'extension Corruption et Ascension, que je vous présente là, qui introduit à la fois de nouveaux scénarios, mais également de nouveaux concepts et de nouvelles mécaniques, notamment les cartes Corruption et Ascension, qui viennent apporter des couches de gameplay supplémentaires. Ça, on verra ça dans le second épisode. Et enfin, un troisième épisode, alors peut-être qu'il y en aura d'autres ensuite, mais déjà, la mini-série sera composée de ces 3 premiers épisodes. Et donc ce troisième épisode sera consacré à Guerre ou Paix, l'extension qui propose une première campagne pour It's a Wonderful World. Cette première campagne, on le verra, reprend la thématique principale et fait le parallèle notamment avec la création d'une instance internationale qui doit préserver la paix. Ah, donc ça, c'est encore une analogie à ce qui s'est passé avec la création de l'ONU en 1945. Et donc de ce point de vue-là, on est parfaitement dans la thématique. Et nous verrons que grâce à la fois aux illustrations, d'ailleurs on voit la dualité entre les deux puissances soviétiques et occidentales qui est évoquée sur la boîte, alors bien que celle-ci est inversée, hein, on voit que l'aspect qu'on attache d'habitude plus à l'idée du monde soviétique que l'on peut se faire, donc le caractère autoritaire, militaire, etc., qu'on pourrait se représenter pour le bloc de l'Est, est situé à l'Ouest sur la boîte, alors que l'aspect affairisme, financier ou tout autre monde ultralibéral est représenté côté oriental. Donc on voit qu'il y a un petit jeu comme ça des illustrations
qui prend un peu les choses à contre-pied et qui montre aussi que la thématique du jeu est à la croisée des chemins entre uchronie et utopie. C'est-à-dire que l'uchronie, on part d'un fait réel pour construire des événements fictifs qui vont changer le cours de l'histoire. Et puis la dystopie nous propose de vivre une histoire dans un monde parallèle dans lequel les libertés individuelles et la démocratie seraient un peu laissées pour compte au profit des grandes nations dirigeantes et des autorités qui en sont à la tête. Donc c'est un petit peu la proposition que fait It's a Wonderful World. Donc on voit qu'au niveau thématique, il y a un vrai fondement et une vraie richesse, hein. On est bien au-delà d'un jeu purement mécanique. Pour l'heure, donc nous allons retirer ces deux extensions, on va laisser à proximité, et nous allons dans un premier temps procéder à l'installation du jeu de base, mais de manière très rapide, c'est-à-dire que je vais déjà sortir le plateau, les ressources et tout ce qui s'ensuit. On va s'apesantir simplement sur le choix du scénario et la dimension thématique proposée par le matériel. Les cartes notamment, mais on y revient tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la mise en place. Alors, ce qui nous permet en premier lieu de bien nous immerger dans la thématique du jeu, c'est effectivement le matériel. On a commencé par le plateau, puisqu'on voit que celui-ci reprend un ensemble mécanique de tableaux avec des compteurs à aiguilles. Donc là, on est bien sur une référence et sur une atmosphère rendue proche des années 50-60 d'après-guerre, hein, où on commence à voir les éléments de progrès qui vont au-delà de la mécanisation pure et qui laisse place à l'utilisation d'une énergie autre. Sur ce plateau, on dispose des différentes ressources. J'en profite en même temps pour nous permettre de réviser un petit peu. Alors d'abord, les matériaux qui seront à gauche. Ensuite, sur ce cadran noir, l'énergie. On dispose ensuite les ressources scientifiques, voilà, des unités de science. À côté, bien sûr, il nous faut des dollars, de l'argent. Durant cette période de la guerre froide qui va de 47 à 91, on est vraiment sous la domination américaine, hein, de manière privilégiée, puisque le bloc soviétique va peu à peu s'étioler, donc le dollar est éminemment thématique également. Et enfin, une dernière ressource, là, symbolisée par les cubes bleus, représente les explorations, à la fois spatiales, sous-marines, liées aux derniers bastions d'aventure de l'humanité. Au-dessus de chaque réserve, on a représenté un autre type de ressource qui est symbolisé là par donc, un officier ou un général, je ne sais plus quel est le terme utilisé dans le jeu, moi je vais appeler ça des officiers parce qu'on va en avoir plusieurs, et un financier. Ici, on va avoir un officier ou un financier, ici un officier et encore un financier. Voilà, donc chaque ressource est attachée à un type de figure que nous allons pouvoir aussi récupérer pendant la partie. On verra que ces figures sont importantes parce que déjà elles donnent le caractère libéral ou autoritaire de notre nation, de notre régime. Évidemment, il y a toujours cette dualité, mais c'est un jeu, on est d'accord, donc on ne va pas rentrer dans des considérations politiques. Pour autant, le jeu restitue bien cet aspect, cette dimension bipolaire du monde d'après-guerre. Donc c'est super bien de ce point de vue-là quand on est un peu sensible aux références historiques. Il existe une autre ressource que nous allons utiliser qui s'appelle le cristallium. Donc c'est une ressource très particulière, difficile à synthétiser, qui déjà met en place l'aspect uchronique du jeu, puisque c'est un nouveau matériau qui aurait été découvert par les scientifiques après-guerre, et donc que nous pourrons fabriquer, qui nous servira à plein de choses et qui pourra remplacer n'importe quelle autre ressource, une ressource joker en termes de mécanique. Enfin, on connecte également un petit plateau qui contient les officiers que nous pourrons recruter. La particularité, c'est la présence de ces jetons hexagonaux qui sont apportés par l'extension
corruption et ascension. Donc vous ne l'avez pas dans le jeu de base, hein. Ça c'est voilà, c'est normal que certains s'aperçoivent qu'il y a des jetons inhabituels sur le plateau, ils appartiennent à l'extension. Et de la même façon, on trouve les financiers, voilà, qu'on pourra également récupérer. Sur le plateau central, on va ainsi poser le compteur de manche. Donc c'est ce cercle-là qui vient entourer le compteur de manche. Donc à chaque manche, on avancera ce compteur. En haut à gauche du plateau, on va disposer le gros deck de cartes que je vais remélanger, mais très symboliquement devant vous, parce que c'est un gros paquet, donc je l'ai fait avant. Et donc ce deck de cartes va représenter les projets que nous allons accomplir pour développer notre empire. Enfin, nous allons choisir, alors moi je vais le faire au hasard, un empire, enfin une nation. Alors ça a peu d'importance parce qu'il s'agit de jouer avec la version symétrique des nations. C'est-à-dire que toutes les nations ont les mêmes capacités au départ. D'ailleurs, ça n'allait pas du bon côté. Pour ça, on va utiliser le côté B, voilà, qui propose une production de ressources identique pour n'importe quelle nation. Donc on peut prendre n'importe laquelle. Là, par exemple, on va prendre celle-ci. C'est l'hégémonie du Nord. Alors ça, c'est une nation apportée par l'extension également. Mais ça ne change absolument rien. En termes de matériel, on a disposé tout ce que proposait le jeu de base. Je vais ajouter à ça quelques éléments pour faciliter la visualisation des concepts et puis des étapes lors de la partie. Déjà, je vais poser ce petit jeton sous le stock de matériaux, ce qui nous permettra de suivre au moment voulu la production des différentes ressources. Ensuite, on va mettre de côté ces disques jaunes-là qui nous serviront à indiquer les objectifs liés au scénario. Et enfin, un dé qui va nous permettre de sélectionner un scénario au hasard. Il nous reste maintenant deux étapes, à savoir, premièrement, sélectionner le scénario. Alors le scénario se trouve au dos du livret de règles. Les scénarios solo sont au nombre de 6. Ils présentent tous une structure qui est constituée d'un petit fluff, d'une règle spécifique et de conditions de fin de partie, enfin disons d'objectifs de fin de partie. Voilà, on voit médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. Et ensuite, de constituer les decks nécessaires à la mise en œuvre de la première étape de chaque manche, éléments sur lesquels on reviendra, à savoir 8 mini-decks de cartes qui vont nous servir à drafter à chaque manche. Pour le choix du scénario, en fait, on va procéder aléatoirement en jetant un dé. Il y a 6 scénarios solo proposés. On va en sélectionner un à l'aide du dé. Voilà, donc là, c'est le numéro 1. Donc scénario 1 qui s'intitule Vers le centre de la Terre. Suprême dirigeant en grandeur qui illumine notre empire et qui voit au bonheur de ses humbles sujets, j'ai reçu une missive urgente en provenance de notre expédition polaire. Ils ont trouvé un passage vers le centre de la Terre. Très bien. Envoyez l'ordre d'établir la base, de construire le grande foreuse et d'utiliser le super sonar. Je vous ordonne d'arriver au centre de la Terre avant les autres empires. Donc la règle particulière à ce scénario, c'est mettez dans votre zone de construction un exemplaire de chacune des cartes suivantes: base polaire, méga foreuse, sonar, super sonar et centre de la Terre. Les niveaux à atteindre pour remporter la partie sont, pour la médaille de bronze, 70 PV ou plus, pour remporter la médaille d'argent, 95 PV ou plus, pour remporter la médaille d'or, 115 PV ou plus. On va mettre en place tout de suite les cartes qu'il va falloir construire. Je vais les chercher hors caméra et puis je vous les présente tout de suite avant de démarrer. Alors, j'ai sélectionné les cartes qui vont constituer nos objectifs. Je vous les montre. Alors, on est bien en train de chercher à atteindre le centre de la Terre avant les autres empires. On est toujours dans ce contexte de tension internationale qui fait que chacun veut s'imposer. Donc on a une base polaire qui va nous servir de base opérationnelle. On voit déjà que celle-ci va être dominée par les militaires. Quand on construira cette base, on pourra gagner un officier, ce
qui va orienter nos productions notamment, et puis nos choix quant aux figures à récupérer. Alors c'est une carte qui est assez difficile à construire parce qu'il y a pas mal de matériaux, d'énergie à déployer et beaucoup d'argent à mobiliser. Et celle-ci va nous permettre d'explorer forcément le centre de la Terre. D'ailleurs, le centre de la Terre est constitué par une carte de type expédition. Donc là, on voit qu'il y a des ressources bleues, donc d'expédition, et des militaires à sacrifier pour conduire cette expédition. C'est ce que signifie la présence de 2 militaires là dans les coups de la carte. On voit aussi que cette carte nous rapportera 15 points de victoire à la finale. Donc on est quasiment sur la carte finale, hein, on est sur l'objectif final à atteindre. Là, on est plutôt sur des cartes qui constituent des moyens. La méga foreuse, forcément, pour atteindre le centre de la Terre, il va falloir creuser. Donc, on voit le matériel disponible qui va nous permettre d'extraire des matériaux et aussi d'avancer dans l'exploration. On voit que c'est très, très thématique. Et puis, le super sonar. Alors, on pourrait penser que le sonar est embarqué dans un sous-marin, mais ce n'est pas forcément le cas, hein. Par contre, c'est une technologie développée par la science, et donc il va falloir aussi créer cet outil pour avancer dans notre exploration. Voilà comment se présente notre mission. Donc, ces 4 cartes doivent être impérativement construites avant la fin de la 4e manche, puisque une partie de It's a Wonderful World se déroule en 4 manches. Ce qui constitue un impératif. Si on ne construit pas l'une de ces cartes, on perd la partie, tout simplement. On voit quand même que les illustrations nous permettent, encore une fois, de nous plonger, de nous immerger dans la thématique proposée par le scénario. Et c'est vrai à chaque scénario, hein. On a tellement de cartes, avec tellement de concepts différents qui sont proposés, que chaque scénario peut devenir un ensemble cohérent grâce aux cartes. Ensuite, les cartes représentent finalement une espèce de BD nous permettant de suivre l'aventure. Donc c'est super intéressant de ce point de vue-là, et on voit que l'aspect thématique est fort présent. Dernière étape de préparation avant le démarrage de la partie, il s'agit pour nous de préparer les conditions de déroulement de chaque manche. Chaque manche se déroule en 3 phases. La première phase chaque phase faisant appel à une mécanique du jeu, en fait, une mécanique particulière. La première phase va consister en un draft de cartes, c'est-à-dire que parmi un ensemble de cartes, nous allons choisir les cartes que nous souhaitons construire. Il s'agit de cartes projets qui vont servir au développement de notre empire, mais aussi à atteindre nos objectifs. Donc c'est là où la dimension thématique va prendre tout son sens, vous allez le voir. Ensuite, une deuxième étape sera la phase de planification et de construction, c'est-à-dire que à partir des cartes que nous avons récupérées, nous pourrons construire ces fameux projets pour développer ce qu'on a développé. Et troisième étape, il y aura une phase de production sur laquelle je reviendrai, production de ressources qui nous serviront, quant à elles, à construire dans la phase de planification les cartes. Donc on voit que chacune des étapes en fait est reliée aux autres par les mécaniques. En fait, les mécaniques sont présentes, mais finalement constituent davantage un lien qu'une fin en soi. On va le voir. Ça, je vais vous le prouver parce que, alors à moins que le draft soit complètement déconnecté de nos objectifs, mais si on parvient à obtenir une bonne sélection de cartes, on va se rendre compte que l'aspect thématique de la mission peut être vraiment mis en lumière par les cartes. C'est assez étonnant, hein. Moi, j'ai été assez bluffé de cette dimension quand j'ai préparé la vidéo. Donc c'est parti. Alors comment préparer le draft? Eh bien, nous allons constituer 8 mini-decks de 5 cartes chacun, sachant que nous utiliserons 2 mini-decks à chaque manche. Voilà, donc je prends des tas aléatoirement pour garantir un bon brassage des cartes qui vont constituer chaque mini-deck. Alors évidemment, là, la préparation est un peu longue parce que je filme, j'explique en même temps, mais pour autant,
quand on enchaîne les parties, ça prend 2 minutes, hein, puisqu'on a déjà sorti tout le plateau. Il suffit de reconstituer un deck de cartes après avoir remélangé le paquet des cartes projet, quoi. Donc c'est tout, hein. Voilà, là on est bon. Ah non, j'en ai que 4. Il faut que je reprenne un tas au hasard. Voilà. Bon, vous savez que j'aime bien prendre mon temps aussi. Voilà, nos 8 mini-decks sont prêts. Cette fois, on peut directement démarrer la partie. Alors, pour ça, eh bien, s'agissant de la première manche, on va sélectionner le premier mini-deck. À chaque manche, on va pouvoir en sélectionner 2, mais on a une main de 5 cartes que nous allons utiliser comme le prévoient les règles classiques du jeu, à savoir qu'il nous est possible soit de poser, alors là on a posé nos cartes dans une zone de planification, ici se trouve une zone de construction, alors nous on va établir une zone de construction sur 2 étages, l'étage consacré aux cartes représentant les missions du scénario, et puis l'étage des projets que nous voulons construire pour alimenter ces objectifs. Alors par exemple, nous voulons avancer en matière technique déjà. Alors par exemple pour la méga foreuse, il nous faut de l'énergie et des matériaux. Donc est-ce qu'on a ça? Là on a de l'argent. Alors l'argent peut nous servir à financer la base polaire. L'exposition universelle ne va pas vraiment nous servir. D'ailleurs, j'en profite en même temps pour illustrer le propos sur le fait que les dessins proposés renvoient bien à cette atmosphère de la fin des années 50, début des années 60, qui constitue la période de début de la guerre froide. On retrouve cette atmosphère, cette espèce de chaleur, là on est quasiment en sépia dans les couleurs, c'est assez étonnant. En tout cas là je prends $1, et celui-ci va me servir à commencer à financer la construction de la base polaire que nous devons installer. L'agence d'espionnage, est-ce que ça va nous servir? Pas vraiment, si ce n'est à produire, à produire des explorations. Alors ça peut être intéressant parce qu'on va être conduit à poursuivre des explorations. Alors est-ce que ça va être vraiment une fin en soi, d'autant que la base polaire va nous permettre d'explorer fortement. Et on voit que là, en termes de gains, on va être plutôt sur un multiplicateur de cartes exploration. Ouais, donc on va être plutôt sur de la production de cartes bleues plutôt que de cartes or. Donc on va laisser tomber ça, on va laisser ça de côté. On va la recycler pour récupérer une exploration et déjà poser les premiers jalons de notre voyage vers le centre de la Terre. Ensuite, alors vu le casino, ça ne nous intéresse pas vraiment parce que on n'est pas sur le développement d'une nation de loisirs, donc on va récupérer l'argent que dégagent les casinos, toujours pour financer nos projets. Ce que j'aimerais, c'est vraiment construire cette carte-là. Et après, j'ai Zeppelin, qui me permet de récupérer une exploration, mais c'est l'exploration aérienne. Nous, on s'en fout un peu, on est en train d'explorer le centre de la Terre, donc c'est pas forcément ça que j'ai envie de faire. Et téléportation, donc là c'est le voyage dimensionnel. Elle est tentante cette carte, mais est-ce qu'on va combiner les cartes? Ah, ça peut nous servir hein, en même temps. Maintenant, je ne suis pas sûr que nous allons produire un maximum de science. Là, on va plutôt explorer à fond. Ouais, on va être plutôt sur de l'exploration, fondamentalement parlant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ces 2 cartes-là en 2 nouveaux projets. Donc, quand on défausse 2 cartes, on peut récupérer 5 nouvelles cartes projets. 1, 2, 3, 4, 5. Et en récupérer une parmi les 5. Voilà, donc par exemple, générateur quantique, c'est un ordinateur, ça peut m'intéresser. On a aussi les cités d'or, ce serait une découverte que l'on fait sur le chemin, pourquoi pas.
Brise-glace, ça c'est thématique puisqu'on est dans le cercle polaire et ça nous permet de produire de l'exploration. Donc ça, je vais le récupérer, je pense. Sinon, j'ai le complexe industriel qui nous permet de préparer et de fabriquer la méga foreuse et de dégager aussi des fonds pour financer la base polaire. Je pense que je vais récupérer le brise-glace. Il me faut un peu de science, mais notre nation en produit un peu. Voilà. Je rejette les autres cartes non récupérées, non choisies. Et en fait, je vais mettre le brise-glace dans ma zone de construction, sachant qu'il est nécessaire, hein, parce que pour rejoindre la base polaire, il va falloir assurer une route au pôle. Donc, quoi de mieux que ces brise-glaces qui sont... Alors, est-ce que c'est le brise-glace nucléaire? Ouais, c'est un brise-glace d'un concept nouveau. On le voit bien. Très bien. Voilà pour notre premier deck. Ensuite, deuxième deck. Alors, il faut impérativement qu'on parvienne à construire la méga foreuse. Il faut démarrer le chantier, sinon on ne va pas avancer. Donc, on voit ce que nous propose le deuxième deck. Alors, on a par exemple une usine de recyclage. Ça peut être intéressant pour produire des matériaux. Maintenant, c'est plus de l'énergie qu'il nous faudrait. On a le barrage géant qui produit beaucoup d'énergie. Par contre, il coûte de l'argent. C'est une carte jaune. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Alors, on voit aussi sur les cartes qu'il y a un seul exemplaire du barrage géant. Il est puissant, hein. C'est beaucoup d'énergie. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est surtout d'argent et d'exploration. Là, de l'argent, j'ai encore une ville casino là, qui va me permettre de récupérer de l'argent, toujours pour financer ma base. Je pense qu'au niveau de l'exploration, j'en ai assez avec cette carte-là. Après, attention, j'en ai assez pour financer l'exploration vers le centre de la Terre en elle-même, mais pas pour atteindre le niveau minimum du scénario qui est de scénario 1, 70 points de victoire quand même, hein. On est loin d'atteindre ces niveaux juste en construisant les missions. Donc, il va falloir construire d'autres cartes. Est-ce que je prends l'usine de recyclage là? Elle est facile à construire parce que ma nation produit à chaque phase de production 2 matériaux. Donc, ce qui veut dire que je peux construire l'usine de recyclage tout de suite. Ce qui serait peut-être une bonne chose quand même. Pour financer les prochains appareils, maintenant j'ai plus besoin d'énergie qu'autre chose. Est-ce que j'utilise un zeppelin pour faire de la reconnaissance? Alors, on voit en même temps que je suis en train de produire des cartes noires. Si j'utilise le zeppelin, par exemple, je produis des cartes noires. Ouais, je crois que je vais construire le barrage pour l'énergie. Je vais avoir besoin d'énergie. Il ne faut pas trop que je m'éparpille. Je vais laisser tomber l'usine de recyclage. En revanche, je vais elle-même recycler pour récupérer un matériau. Ce matériau va me servir à initier la construction de la méga foreuse. J'aurais pu aussi le mettre sur le barrage, mais je préfère commencer à... Elle est plus rapide à construire et puis ça me permettrait d'atteindre déjà un objectif. Voilà, il me reste 2 cartes, toutes les deux consacrées à de l'exploration. Alors je peux éventuellement les recycler pour aller chercher de nouveaux projets. Qu'est-ce qui me serait utile? C'est de l'énergie, là. J'en ai vraiment pas beaucoup, j'en ai qu'une. Il m'en faudrait au moins 2. Donc je vais recycler ces 2 cartes-là pour prendre 5 cartes ici en espérant tomber sur une carte de production d'énergie. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que j'ai une production d'énergie quelque part? Là non. Oui. Grâce à une plateforme pétrolière, je peux récupérer de l'énergie. Celle-là, potentiellement, elle m'intéresse. Ouh là là, une base lunaire, 2 militaires. Bon, on s'éloigne de notre objectif. On a les éoliennes aussi qui permettent de produire de l'énergie à peu de frais. Elle est bien celle-là. Je vais prendre plutôt l'éolienne parce qu'elle me rapporte 1 en énergie à chaque tour et là je vais pouvoir la construire directement et sortir l'énergie immédiatement. Donc, ce qui va être beaucoup mieux que ce que je pensais. On a aussi la plateforme pétrolière qui me permet de produire de l'énergie et de l'argent contre 3 matériaux. Ouais, mais je ne vais pas avoir l'argent pour le moment. Et en plus, c'est un financier.
Non, je vais garder mes éoliennes. On va installer des éoliennes sur le cercle polaire, là, pour commencer à alimenter la base polaire en énergie. Ouais, on va faire ça. Donc je mets cette carte dans ma zone de construction. Voilà. On a pioché toutes les cartes qu'on avait lors de cette phase de draft. On va passer à la seconde étape, à savoir, enfin même à la troisième étape, puisque j'ai déjà planifié mes constructions. Donc à la troisième étape, à savoir la production de ressources. On n'a connecté aucune carte sur notre nation, donc on va simplement se contenter de nos productions initiales, à savoir 2 matériaux. Donc ces 2 matériaux, sans hésiter, je les injecte dans la construction des éoliennes. Voilà. Puisque je construis mes éoliennes, je les raccorde à mon empire. Je dépense les matériaux. Ensuite, je passe à l'étape de production d'énergie grâce à mes éoliennes et à ma nation. Donc là, cette fois, je gagne 2 unités d'énergie. Ces 2 unités d'énergie, je vais les mettre sur la méga foreuse. Alors j'ai plusieurs choix pour localiser les ressources. Soit je les utilise pour construire des cartes, soit je les stocke dans ma nation pour produire du cristallium. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Là, en tout cas, j'ai déjà assemblé notre foreuse, notre méga foreuse, ce qui est bien parce que je peux tout de suite la raccorder à ma nation et elle peut démarrer le travail. Ça, c'est parfait. Je vais poser ce jeton sur le scénario. Hein, il me faut 4 jetons ici. Alors ça, c'est vraiment moi qui m'ajoute cette étape pour bien suivre l'avancée de la réalisation des objectifs de mission. Mais j'aime bien faire ça. Je trouve ça intéressant de concrétiser un petit peu les actions. Dans la phase de production, on va cette fois effectuer des recherches scientifiques. Donc on en dégage une unité. Cette unité va nous servir pour le brise-glace. Très bien. Voilà. Je pourrais aussi la consacrer au super sonar. Ouais, il faudra que je fasse attention d'ailleurs, parce que le super sonar, il me faut 4 unités de science et j'en produis une seule par tour. Donc c'est un peu dangereux ce que je fais. Ça me permet de produire de la science par carte véhicule. Bon, on verra. Je reste comme ça. J'ai besoin de ce brise-glace pour assurer la liaison logistique. Ensuite, on regarde si on produit de l'argent. Pas encore. L'expédition n'est pas lucrative pour le moment. Elle nous coûte de l'argent. On le voit. Hein. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour installer la base. Et enfin, produisons-nous de l'exploration? Eh bien oui. Grâce à la méga foreuse qui a été mise en route, on commence à explorer. Donc on récupère un jeton d'exploration que l'on peut consacrer à notre voyage vers le centre de la Terre. Donc là, le jeton arrive ici. Voilà, notre première manche s'achève. Donc je réinitialise, clac, je remets le jeton sous les matériaux et nous allons tout de suite passer à la deuxième manche. Première phase, première étape, nous allons drafter. Alors, le musée, ça génère des points liés à l'exploration. Donc ça vient se combiner avec base polaire. Pourquoi pas, hein, c'est mettre en valeur les découvertes qu'on va faire en même temps que l'exploration. Donc c'est une carte type... comment s'appellent ces cartes? Ça, je ne me souviens pas du nom des cartes. Bon, là en tout cas, il s'agit du musée. Hein. Voilà, c'est un bâtiment public. Je ne trouve pas pour le moment. Un bâtiment public. Du coup, je crois que je vais le construire celui-ci. Il coûte que 3 $, c'est pas énorme. Un centre de propagande. Ça pourrait être utile pour produire de la richesse et affirmer une présence militaire. Pourquoi pas, on partirait donc sur une logique carte jaune et carte bleue, principalement.
Maintenant, ça me produit de l'or, ouais, de l'argent. Une centrale nucléaire pour produire de l'énergie. Est-ce que j'en ai besoin? Je vais construire le barrage. Alors par contre, ça me rapporte un d'énergie là. Un d'énergie va me servir au brise-glace. Pour le barrage, il me faut des matériaux et de l'argent. Tiens, là j'ai de la science. Ah bah ça c'est bien, je vais l'utiliser tout de suite. Je vais recycler ce projet d'étude du triangle des Bermudes. Je vais dégager les scientifiques et ils vont plutôt s'occuper du développement du super sonar. C'est plus en adéquation avec nos objectifs. La centrale nucléaire, je vais m'en servir comme source d'énergie à utiliser tout de suite. Je vais produire le brise-glace. Ouais, parce que là, je produis deux, donc ça veut dire que mon brise-glace peut être produit et rentrer en action dès la prochaine étape de production, si je fais ça. J'ai une division de chars, alors elle m'intéresse parce qu'elle me rapporte un militaire, mais à part pour protéger la zone, bon, pour le moment, il n'y a pas grand monde là au niveau de la base polaire. On sait qu'il y a certaines nations d'aujourd'hui qui s'intéressent à l'Arctique et qui revendiquent le Groenland, mais bon, on n'est pas dans la réalité, heureusement. Donc on n'aura peut-être pas besoin de chars. Cela dit, on voit qu'ils sont affublés de l'étoile nord-américaine. Est-ce que je me sers de ça? Ouais, je peux le construire, hein. Cela dit, ça ne me coûte rien. Il faut peut-être que je défende la base, quoi. Allez, je vais défendre la base. Alors, ce qui signifie aussi que ma nation prend un tournant autoritaire, hein, petit à petit, puisque là, je suis en train de produire un officier, deux officiers. Pour le moment, il n'y a pas trop d'ultra-libéraux impliqués dans nos projets, donc bah, ça va laisser la part belle aux officiers. Et puis, j'ai ce centre de propagande, mais je vais laisser tomber. Je vais me servir des fonds pour financer ma base polaire. Ou alors, mon barrage peut-être. Oui, je vais financer mon barrage. Il ne faut pas que j'oublie. J'ai déjà avancé sur la base polaire. Je vais d'abord financer mon barrage. Ça, c'était la première partie du draft. Deuxième partie du draft. Oh, il y a une belle carte, la ville souterraine. Alors, vu qu'on est parti sur de la carte type bâtiment, ça peut être intéressant. Elle rapporte 3. Elle nous permet de dégager des matériaux de l'énergie. Okay. Le Juggernaut, bah, c'est une version beaucoup plus puissante des chars. Et elle nous permet d'explorer. Bah, on va le prendre, hein, c'est adapté. Peut-être que dans l'exploration du centre de la Terre, ça va être beaucoup plus pratique. C'est plus impressionnant, ça va éloigner la concurrence aussi. Alors il est difficile à construire par contre. Voilà. Ouais, donc je vais plutôt m'orienter là-dessus. Donc la ville souterraine, du coup, prend de l'intérêt. Les bases militaires, là je suis en train de prendre vraiment un tournant extrêmement fort, mais il me faut des militaires en même temps. Elle produit un peu de science. Le centre de recherche, lui, va pas me servir. On ne va pas développer de recherche en tant que tel. On va juste utiliser les scientifiques au développement du sonar. Voilà. Et puis, alors, il y a cette base, cette ville souterraine là qui peut m'intéresser. Elle est quand même assez gourmande en ressources. Des matériaux. Après, je suis en train de construire une ville qui va me coûter beaucoup de matériaux pour produire des matériaux. C'est pas forcément en raccord avec ce que je veux faire. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut plutôt qu'on investisse dans l'exploration. Donc je vais laisser tomber, je vais utiliser l'énergie plutôt pour alimenter les projets en cours. Donc le brise-glace, en premier lieu. Voilà. Et puis j'ai d'autres matériaux là que je vais utiliser aussi. Donc j'en ai un, deux. Alors c'est un peu dommage hein, parce que du coup je laisse tomber les militaires qui sont dessus. Mais je vais utiliser les matériaux pour développer ma division de chars et mon barrage géant. Donc, deux matériaux, un sur la division de chars et l'autre sur le barrage géant. Voilà.
Je sais pas si je fais les bons choix. J'ai un peu de mal là, par rapport au draft. De toute façon, il y a beaucoup de manières de parvenir à nos objectifs. Il n'y a pas une seule manière. C'est la fin de cette phase de draft et de planification. Donc moi, j'ai fait les deux en même temps, hein, comme la fois précédente. Donc on va passer à une nouvelle phase de production. Alors durant cette étape, cette fois, on a quelques productions supplémentaires, heureusement. Donc notre nation produit 3 matériaux, ce qui ne suffit pas pour l'instant à nous récupérer des financiers, mais ça va nous servir quand même. Donc 3 matériaux, ça nous permet de finir la maçonnerie du barrage. Après, il va nous manquer un peu d'argent pour finaliser. J'espère qu'on va pouvoir en récupérer, c'est pas dit, hein. Il nous manque 1 en dollars. On a des matériaux en excédent qu'on va consacrer à la fabrication du juggernaut. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, production d'énergie. Alors là, c'est encore un peu limité. On produit 2 en énergie. Donc 2 en énergie, on va consacrer 1. Est-ce qu'on fait ça? 1 au brise-glace ou alors les 2 à la division de char? Non, 1 au brise-glace, ça va nous permettre. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, 1 au brise-glace. Alors la difficulté là que j'ai, c'est que pour l'instant, j'ai pas récupéré beaucoup de cartes exploration. Alors que je me suis orienté vers de la production de ressources de ce type-là. Bon, en attendant, notre brise-glace est mise à l'eau. Il ne nous rapporte rien d'autre, mais par contre, c'est une production de 2 explorations qui va être permise grâce à ça. Voilà. Après, on va produire la science. Donc là, c'est une unité de science encore. Donc le super sonar avance bien. Il faut, hein. On va produire de la science, de l'exploration encore derrière. Ouais, le problème là, c'est l'énergie et les matériaux pour l'instant. Et enfin, alors voilà, l'argent, ben, on n'en a pas. Ça m'embête parce que je ne vais pas pouvoir sortir notre barrage tout de suite. Bon, je pense que je pourrais le sortir au prochain coup. Donc là, pas d'argent. On passe directement à la production d'expédition. Et donc là, nous, c'est 3 grâce notamment au brise-glace. 3 unités d'expédition. Eh bien, les 3 vont nous permettre d'avancer vers le centre de la Terre. Donc maintenant, pour finaliser cette mission-là, il va falloir récupérer et former des officiers qui vont être missionnés dans le cadre de cette aventure. Notre étape de production s'achève. Donc c'est la fin de la seconde manche. On passe à la troisième manche et je n'avais pas bougé le compteur de manche, ce qui est fait. Tour d'horizon avant de démarrer la troisième manche. Donc on est en train de construire un gros barrage pour dégager suffisamment d'énergie et produire des moyens de sécuriser la zone. Notre sonar avance, notre base polaire, il nous faut beaucoup d'énergie, un peu d'argent. Et notre exploration, le forage est déjà terminé. Il faut simplement maintenant envoyer des hommes pour les derniers mètres et atteindre le centre de la Terre. Mais on est bien parti pour atteindre nos objectifs. Maintenant, attention, il va falloir qu'on auréole cette mission de prestige. Donc il va falloir qu'on la renforce en termes de points de victoire. Peut-être qu'en gagnant de l'argent, ça pourrait être une bonne opportunité au profit de la nation. Ça, voilà. Et on ne nous l'a pas demandé, mais je pense qu'on pourrait nous le demander. C'est peut-être une dimension qu'il va falloir envisager. Allez, on passe à la troisième manche. Donc, première étape de draft. La place financière va nous permettre de dégager de l'argent. Oh, le tombeau d'Alexandre. Il est beau, le tombeau d'Alexandre. On va produire beaucoup d'exploration. Donc, ça peut être une quête intermédiaire qui nous rapporte des points. Ouais, on va la garder. Si jamais on tombe là-dessus lors de nos forages,
c'est une occasion aussi de médiatiser l'expédition sous un autre angle, hein, pas seulement sous l'angle recherche de puissance qui peut être mal compris du public. On peut développer des sous-marins parce que là, on a envisagé un forage polaire, mais il va falloir assurer la sécurité aussi du site. Et la banquise est très sensible aux incursions sous-marines, donc on va construire ce sous-marin, je pense, pour assurer la défense du lieu. Ouais, pour assurer la défense de nos accès. L'éolienne produit déjà de l'énergie, on va la recycler tout de suite. Et on va l'utiliser pour alimenter la production de chars, de divisions de chars. La place financière va nous servir à payer la dernière tranche du barrage, ce qui fait que celui-ci est totalement réalisé. On le connecte, il va nous rapporter 4 unités d'énergie, donc c'est énorme. Grosse capacité de production hydraulique. Très bien. Donc là, on commence à récolter les fruits de nos efforts. Et enfin, le réseau de transport, c'est encore un matériau. J'ai envie de fabriquer le... Qu'est-ce que je fabrique, le sous-marin? Non, on va fabriquer le Juggernaut en priorité. Ouais. Parce que bon, ça nous permet de militariser la zone de manière plus intensive. Voilà. C'était la première étape de draft de la 3e manche. Deuxième étape de draft. Voilà. Deuxième étape de draft. On a encore une division de chars. Bon, ça va peut-être suffire. Là, on va utiliser les matériaux pour notre Juggernaut. Ouais, il nous restera 3 matériaux. Ah, quoi qu'on n'a même pas besoin. Il nous reste une étape derrière. Est-ce que ça nous rapporte des points, ça? Non, pas vraiment. Pas besoin. On va construire le Juggernaut encore. De l'argent, ça c'est utile. C'est toujours utile. Il nous faut de l'argent pour financer la base polaire. On continue. C'est la dernière brique nécessaire à ce niveau-là. Après, c'est de l'énergie. L'énergie, ça va arriver. On a beaucoup de financiers là qui interviennent. Le train magnétique, non, c'est un projet qu'on va laisser tomber. On va servir de l'argent pour payer notre projet de musée. Il servira à stocker les découvertes qu'on aura faites pendant l'exploration. Idem pour les dividendes de la place financière. Donc la participation de la nation aux entreprises privées. L'université, c'est de la science. Ça produit 2 de science, ouais. Non. On va l'utiliser, ce point, pour finaliser notre développement du sonar. Voilà, c'est la deuxième mission que nous avions à assurer. Très bien. Donc le sonar va améliorer notre capacité d'exploration. Ça va accélérer nos expéditions du coup. Ça c'est très bien. Voilà, la phase de draft est terminée. Nous passons à l'étape de planification normalement, mais je l'ai faite en même temps. Donc on passe à la production. Alors, cette fois, production de matériaux, on est toujours à 3 unités. 3 unités. Okay. Ce qui nous permet d'assembler le sous-marin. Maintenant, il va falloir le mettre à l'eau. Il nous reste une ressource qu'on met dans notre nation. Elle sera consacrée à la production de cristallium. Deuxième étape, la production d'énergie. Cette fois, ça va être beaucoup plus conséquent grâce au barrage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme on atteint 6 en solo, en fait, quand on dépasse les 5 unités de production d'une ressource, on prend ce qu'on appelle la domination de cette production. Et cette domination nous rapporte une figure attachée à la ressource en question. Là, en l'occurrence, ça nous arrange puisque c'est une figure militaire, donc on gagne un officier. Et on récupère nos 6 unités d'énergie.
ces unités d'énergie vont être tout de suite utilisées pour la production de chars. La base polaire, on va la terminer. Maintenant qu'on a atteint le centre de la Terre, il faut qu'on ait notre base active. Et le Juggernaut ou le sous-marin. De toute façon, on a encore une manche et on pourra finaliser le reste. De quoi j'ai besoin le plus? Ouais, bah le Juggernaut peut-être. On va assurer le coup. Parce que pour le moment, on n'a pas de cristallium. Et pour le Juggernaut, il va nous falloir du cristallium. Ouais, on va assurer les points. Voilà, on verra si on peut produire le sous-marin ou non. Ok, la base polaire étant totalement installée, on peut la raccorder à notre nation. Ça nous rapporte, quand on construit un militaire qui s'installe là-bas, hein, donc ce ne sont pas des scientifiques nous qu'on dispose sur place, on militarise. Là encore, ce n'est pas sans rappeler l'actualité. Donc on est déjà à notre troisième mission accomplie dans ce scénario. On a aussi fini d'assembler la division de chars, donc elle va protéger immédiatement notre base. Là encore, des militaires arrivent. Une infanterie. Alors j'ai 3 jetons d'officiers, donc je prends un jeton de 3, voilà, tout simplement. Et le reste est toujours en cours. Ensuite, on passe à la production de science. Donc on en produit un. On va tout de suite la mettre dans notre nation, puisqu'on n'a pas l'utilité là dans nos projets. Production d'argent, c'est toujours le néant. L'expédition nous coûte un max. Et enfin, production d'énergie. Alors là c'est énorme. On produit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus une unité par carte. Donc 1, 2, 3, donc ça fait 10 unités. Puisqu'on produit 10 unités d'exploration, eh bien, on gagne encore un officier. Alors, 5, 8, 10. Ces unités d'exploration vont servir tout de suite à financer l'exploration du tombeau d'Alexandre, qui nous garantit 10 points. Mais il nous reste quand même 3 unités. Alors, on n'a plus d'endroit où les mettre. Donc, on va les mettre dans notre nation. On a 5 unités que l'on peut convertir en un cristallium. Ce cristallium, on va l'utiliser tout de suite pour le Juggernaut. Comme ça, on est prêt à finaliser sa construction. On a achevé l'étape de production. C'est déjà la fin de cette troisième manche. Donc on a bien progressé. Maintenant, il va falloir qu'on aille chercher des points là dans le dernier draft. C'est essentiel. On entame la quatrième et dernière manche. Je réinitialise le jeton de production aussi. Nous voilà prêts. Allez, on commence notre premier paquet de draft. Alors là, il faut marquer des points absolument. Eh bien, on en a là des points. Fontaine de Jouvence, Roswell. Bon, c'est pas très raccord. Encore que trouver des traces extraterrestres alors qu'on est en train de forer jusqu'au centre de la Terre, pourquoi pas. On va récupérer cette expédition. Elle coûte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on pourrait tout à fait la financer. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai oublié de retirer la carte du tombeau d'Alexandre et de la raccorder à notre nation avec l'arrivée de 2 nouveaux officiers. Par contre, tous ces points d'expédition, je les vire. Ici, il nous manque 2 officiers pour finaliser. Mais là, je les ai, du coup. On les dépense immédiatement. Ce qui nous permet de remplir la dernière mission. Imposée, en tout cas. On raccorde également. C'est 25 points là qu'on vient de marquer. Mais on perd 2 officiers hein, dans l'histoire. Ils ont donné leur vie dans le cadre de cette aventure.
Puisque j'ai récupéré... Ah non, je suis en phase de draft, je dis des bêtises. Donc voilà, donc Roswell, oui, ce que je disais. On peut également construire la fontaine de jouvence. On va essayer parce que si on la construit, elle nous permet de produire 3 cristalliums. Et en fait, l'un dans l'autre, on pourrait peut-être produire les deux en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous resterait 3 unités d'expédition. Et avec 3 plus les 3 cristalliums, on arrive à financer et Roswell et la fontaine de jouvence qui nous permettent de marquer autant de points qu'on possède de militaires. Or, pour l'instant, on en a 4 et on va en récupérer 4 autres si tout va bien. Alors, dans l'absolu, il faudrait qu'on récupère encore des militaires potentiellement. Là, on n'a pas forcément besoin de ça. Non, il nous faut de l'argent, enfin voilà, des dollars ou de l'énergie ou encore, ouais, ou évidemment de l'XP. Là, j'ai un point d'XP, ouais, bon, je vais le prendre. Toujours ça. On va financer la fontaine de jouvence avant tout. Et puis ces deux cartes-là vont être recyclées pour pouvoir choisir parmi 5 nouveaux projets. Alors, je pense qu'au niveau mécanique, la signification de cette étape, c'est de dire qu'on remobilise les opérateurs, les chercheurs, les techniciens sur de nouveaux projets. En fait, on arrête les projets en cours et on les remobilise sur de nouveaux projets. Alors là, j'ai de l'énergie. De toute façon, je peux prendre qu'une carte, là. Ouais. Bon, je vais prendre de l'énergie, du coup. Est-ce que je tente de prendre des points? Je vais produire une science. Je vais produire 6 en énergie. J'ai besoin de 4. Par contre, j'ai pas d'argent. Ouais. Donc c'est pas génial. Sinon, sinon je prends une énergie, hein, tout simplement. Est-ce que je vais les avoir, les énergies? Je vais essayer de fabriquer cette ville sous-marine, sous la banquise, on va dire. Donc ça, c'est ma phase planification. Ouais, allez, je vais tenter de la fabriquer pour prendre 3 points supplémentaires. Ça se tente, hein. Dernière étape de planification. Alors, là, j'ai de l'argent. Les matériaux, j'en ai pas besoin. Je vais pouvoir réinvestir ces cartes-là. Oh, j'ai l'île d'Avalon, là, qui peut me rapporter 7 points. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais essayer de la construire aussi. Alors, les cartes que nous ne parvenons pas à construire de, en fin de partie ne nous valent pas de pénalité. Là, si je construis une division de chars supplémentaire, je gagne un bonhomme. Bon, les automates de contrôle, c'est pas la peine. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite récupérer $1 de plus qui va nous servir à financer le musée. Musée qui ne nous rapporte pas de bonus de construction, mais qui nous rapporte des points correspondant aux cartes bleues. Zone portuaire, $5, on ne pourra pas la faire. Je vais consacrer 2 cartes à piocher, enfin à élaborer 5 nouveaux projets, donc une. Alors de la science, je ne m'en sers pas. Ah, là j'ai de la science, avec le brise-glace. Je vais prendre cette carte. Les autres repartent. Ce qui fait que j'ai ces 2 cartes là encore en main.
Après, la zone portuaire me ramène 2 points, hein. On peut considérer que c'est le port qui fait face, enfin, qui permet d'affréter le brise-glace, par exemple, qui est à l'autre bout, en fait, qui est sur le continent. J'ai aussi un autre brise-glace, éventuellement. Sinon, je cherche une autre carte bleue à financer, mais je pense pas que je puisse. Bon, ce que je vais faire, je vais dépenser l'énergie, le point d'expédition pour mettre sur la fontaine de jouvence. Voilà, ça me fait un peu d'avance. Et là, je dépense cette carte pour récupérer un peu d'argent. Ah ben, elle peut servir. Voilà. J'ai un tout petit peu d'argent. Pas dit que ça me suffise, hein, pour construire la ville sous-marine. Nous verrons. Voilà, la phase de draft est terminée. On passe à la phase de production, qui n'est pas une phase extrêmement impressionnante dans le cas présent. J'ai pas tant de production que ça, pour voir qu'on est à la 4e manche. Mais il va falloir s'en contenter. Alors on commence, première étape, par les matériaux. Donc on a bien 1, 2, 3 matériaux. Il semblait qu'on en avait plus que ça tout à l'heure. Donc les matériaux, 1, 2, 3 unités. Donc avec 3 unités de matériaux, je n'ai rien à faire de particulier là, en matière de projet, donc je les mets dans ma nation. Ensuite, après les matériaux, c'est l'énergie. Alors, je suis un peu plus riche en énergie. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait que ça nous rapporte un militaire de plus. On passe à 5. 6 unités d'énergie. Alors là, par contre, ça va être pas mal parce qu'avec une unité d'énergie supplémentaire, je finalise la construction du Juggernaut. Je ne vais pas mélanger, ça c'est ce qui me reste, ça c'est ce que j'ai consommé. Le Juggernaut nous rapporte une production de 2 en expédition et 2 officiers supplémentaires. Il nous reste 5 énergies. Ça va nous suffire pour terminer la construction du sous-marin qui va venir compléter notre arsenal. Ouais, donc on a vraiment beaucoup de cartes. On va avoir vraiment beaucoup d'unités d'expédition. Et en plus, on gagne un officier supplémentaire, un officier marinier. Que j'ajoute. Voilà. Une bonne opération aussi, ça. Il nous reste 2 unités d'énergie qu'on va utiliser pour la ville sous-marine. J'en ai pas besoin par ailleurs. Peut-être réussir la ville sous-marine. Et tout ça, par contre, c'est défaussé. Voilà. C'est tout pour la production d'énergie. Production de science, on est toujours à 1 point, mais il nous en faut juste 1 pour la ville sous-marine. Après, la science, c'est l'argent. Ça, on n'en produit pas. C'est notre grande faille. On n'en produit pas du tout. Même pas 1. C'est compliqué, hein, d'ailleurs à gérer. Là, je peux même pas pour le moment produire de cristallium. C'est vraiment embêtant. Dernière étape, production d'expédition. Alors, on va voir de quoi on a besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va voir combien on en produit déjà, sachant qu'on a 3 cristalliums possibles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 plus le nombre d'expéditions correspondantes aux cartes noires. 12, 13, 14, 15, 16. On est juste dans le compte. Juste. Donc je prends 16 unités d'expédition, ce qui veut dire que je domine. Je reprends encore un officier. 16 cubes. 3, 6, 9, 12, 12 et 4, 16. Voilà. Alors avec ces 16, je vais pouvoir finaliser normalement tous mes projets. Mais ce que je vais faire, je vais commencer par la fontaine de jouvence pour récupérer le cristallium.
Voilà. Là, il en fallait, je sais plus combien, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. C'est ça, la fontaine de Jouvence est totalement achevée. Je gagne 3 cristalliums et on connecte le tout à notre nation. Ça, c'est très bien parce que c'est des points de victoire en plus pour les officiers et aussi par rapport aux cartes bleues qui nous rapportent pas mal. Mince, c'était combien ça? 7, hein. Ouais, c'est bon. C'est les 7 que j'ai utilisés. 6, 7. Ok. Ensuite, je vais plutôt produire... bon, de toute façon, je peux tout produire là. Je vais produire Roswell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il est totalement complet. Là encore, un officier est rallié par la découverte de ces extraterrestres. Alors, ça produit de la science accessoirement, mais de toute façon, notre phase de production étant terminée, ça n'a plus vraiment d'importance. Donc c'était 6. Hein. Voilà, 6 consommés. J'ai besoin encore de 5 expéditions pour découvrir l'île d'Avalon. Là encore, ça fonctionne. Je prends 7 points supplémentaires plus une carte bleue. On a eu pas mal de chance quand même sur le dernier draft, hein, je trouve, parce qu'il y avait beaucoup de cartes bleues, on n'en a pas eu beaucoup jusque-là. Ici, pour finaliser la ville sous-marine, il nous manque 1 $. On va utiliser le cristallium pour ça. C'est-à-dire que je vends ce matériau précieux pour financer notre ville sous-marine, notre projet pharaonique. Alors lui, il ne nous rapporte rien si ce n'est 3 points. Voilà. Et là, on n'a plus du tout de cartes en construction, ce qui signifie que notre partie va s'arrêter net. Donc c'est la fin de la 4e manche. Je suis assez satisfait dans le sens où j'ai quand même réussi à accomplir tous les projets. Les 4 missions sont finalisées. Bon, maintenant il faut qu'on atteigne au moins le palier des 70 points. C'est pas encore gagné. Alors si on atteignait les 95 points, ce serait formidable. Mais j'y crois pas trop. Très bien. Et bien justement, on va passer à cette phase de calcul des scores fatidiques. Alors en principe, pour le calcul des scores, on utilise le petit carnet fourni dans le jeu de base. Moi, ce que je vais faire, je vais plutôt utiliser le tableau qui est fourni dans l'extension Corruption et Ascension, avec un feutre effaçable, ce qui améliore la lisibilité là, dans le cadre des vidéos. Je trouve que c'est vachement bien, donc je vais l'utiliser, et ça nous permettra de mieux suivre de manière collective et partagée. Il me reste 2 cristalliums, ce qui ne rapporte pas de points. Voilà, il nous reste tout ça en ressources. Combien avons-nous de militaires? On en a pas mal. Hein. Là, on en a 3. Je vais transformer ça en un jeton de 3. Ici. Là, il nous en reste 4. Je vais reprendre un jeton de 3. Bon, on est à 10. Exactement. Voilà, on est à 10 militaires. Tout rond. Ok. Alors, comment se passe le calcul des scores? Eh bien, grâce à cette grille-là, on a juste à suivre. Donc là, quand on joue à plusieurs, on inscrit le nom du joueur. Là, il s'agit du scénario SC01. Okay. D'abord, on va répertorier tous les points bruts proposés par les cartes. Donc, ce qu'on appelle points bruts, c'est les scores qui s'affichent sur la carte. Donc, 3 et 7, 10. Ça, non, c'est des modificateurs. 10 et 15, 25. Et 10, 35. 36, 37 points. Donc là, juste en score net, on a 37 points. Enfin, en score brut, on a 37 points. Ensuite, on va comptabiliser les points apportés par les cartes de type industrie. Donc, ce sont ces cartes-là. Là, on n'en a qu'une seule et elle ne nous rapporte aucun point. Donc, on peut barrer cette case. Au niveau des cartes véhicules,
Alors on en a pas mal, mais aucune nous rapporte des points en tant que telle, sauf celle-ci, qui nous rapporte un point par carte véhicule. Donc on a 1 fois le nombre de cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes à 5 points au total. Les cartes vertes, elles, n'ont aucun multiplicateur si ce n'est que de ressources, donc pas de points. Les cartes bleues maintenant. Alors les cartes bleues, en tant que carte bleue, est-ce que ça nous rapporte des points? Oui, ici. Donc là, on a un multiplicateur de 2. Et il me semble qu'on en avait un autre. Non? Ah oui, voilà, là. Donc, le nombre de cartes bleues sera multiplié par 2 plus 2, donc 4. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 cartes bleues. 4 fois 5, 20 points. Les cartes or ont-elles des multiplicateurs quelconques? Sont-elles l'objet de multiplicateur? Non, hein, pas vraiment. Donc, on peut barrer cette option. Maintenant, on va calculer tout ce qui concerne les militaires, sachant que les financiers, on n'en a pas. Et ici, ce sont des cartes du type combinaison dont on ne dispose pas, parce que ça, c'est plutôt apporté par l'extension. Donc, il ne nous reste que les militaires à comptabiliser. Pour le moment, on a 10 militaires, mais à cela, on va ajouter les multiplicateurs. Donc là, 10 militaires, donc c'est fois 1, 1 fois 10 militaires, 2 fois 10 militaires, 3 fois 10 militaires. Donc on multiplie 3 fois 10, ça fait 30. Nous n'avons plus rien à comptabiliser, donc maintenant on va simplement faire l'addition. Donc 37 et 5, 42, et 20, 52, et 30, 82. Yes, 82. On va comparer ça à la grille de score de la mission, ce qui va nous donner le verdict et savoir si on parvient ou pas à remplir le contrat. Alors, pour atteindre la médaille de bronze, il fallait 70 PV. Donc ça, la médaille de bronze est déjà acquise. La médaille d'argent était accordée à partir de 95 PV. Donc non, on n'atteint pas les 95 PV en revanche. Ok, voilà. Donc on a réussi la mission, on a rempli notre contrat vis-à-vis de la nation. Le grand vizir sera satisfait. En revanche, voilà, on a fait vraiment le strict minimum, hein, donc on ne va pas être dans les petits papiers, on n'aura pas de promotion, je pense. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer une petite conclusion, notamment sur cette approche thématique, et puis sur le fonctionnement du jeu dans le cadre d'un scénario. Déjà, sur l'approche thématique, on voit qu'elle est pertinente en matière de gameplay, puisqu'elle nous encourage à avancer dans certaines directions. J'aurais pu choisir d'autres cartes. Bon, c'est vrai que j'ai un peu bricolé de temps en temps pour être raccord au niveau du récit que j'ai pu faire. Par exemple, là, j'ai pas trop intégré l'île d'Avalon, mais bon, considérant que c'est une île, on peut dire que on aurait pu éluder aussi le nom de l'île d'Avalon et dire que c'est une île en Antarctique, hein, par exemple. Roswell, ça collait à peu près. La fontaine de Jouvence, bon, j'ai pas trop relevé sur l'instant, c'était une carte bleue là, on était proche de la mécanique. Le sous-marin, ça s'insérait complètement dans le récit, le Juggernaut aussi. Le musée, je trouvais que c'était cohérent, hein, le fait qu'on fasse des découvertes potentielles qui pouvaient intéresser le grand public et qui contribuaient par là même à étendre notre influence au niveau culturel, tant à l'interne qu'à l'externe, à l'international, voilà, ça peut être bien. Atteindre le centre de la Terre, bah, ça c'était la mission. Le tombeau d'Alexandre, c'est une découverte qui aurait pu faire l'objet d'une exposition au musée, donc pourquoi pas. Les divisions de chars pour défendre la base polaire, c'était complètement mon thème. Le super sonar, pas de problème. Le barrage géant pour produire de l'énergie suffisamment. Le brise-glace, impeccable. La méga foreuse et les éoliennes, tout ça, ça collait parfaitement au scénario proposé par le jeu. Donc on peut dire que l'approche thématique est pertinente.
En ce qui concerne l'apport de l'approche scénaristique et l'intégration de celle-ci dans le gameplay, alors déjà en termes d'intégration, il n'y a rien de plus simple, il suffit simplement de mettre en place les cartes qui vont nous servir d'objectifs. Déjà, voilà, en termes de, voilà, de mécanique, etc., il n'y a pas de complications particulières, les règles sont exactement les mêmes. Il y a juste à aller chercher les cartes dans le paquet, ce qui est complètement digeste hein, pour le coup. Sur le scénario, je me rends compte que en ce qui concerne le jeu de base, en fait, on est presque sur une approche tutorielle en fait du jeu. J'ai l'impression que ce scénario-là est assez ouvert et qu'il propose un certain nombre de possibilités pour atteindre les objectifs. Déjà, les objectifs sont variés, puisque on a, on a quoi? On a du bleu, on a du jaune, du vert et du noir en objectif. C'est-à-dire qu'on peut bâtir notre engine building de manière assez souple pour produire les différentes ressources. On n'est même pas obligé de suivre la trame thématique. Ça vient assez facilement parce qu'on voit bien, on fait appel à toutes les ressources. Celle qu'on utilise le moins, finalement, c'est celle qui est la plus tôt dans l'étape de production et peut-être celle qui est la plus difficile à obtenir. Et là, les objectifs ne laissaient pas beaucoup enfin, nous laissaient beaucoup de possibilités sans avoir recours à ce genre de stratégie, quoi, on va dire. On pouvait bricoler bien autrement, on avait le temps de voir venir soit au niveau des cartes, soit au niveau des productions, quoi. Donc ça nous donnait du confort. Donc je pense que vraiment ce premier scénario est pensé pour être assez accessible et me paraît assez simple. Donc quand on voit le score, on se dit que j'ai encore une bonne marge de progression puisque je suis à 82. Alors c'est pas nul, c'est pas râler, pas crête, mais je suis en même temps loin des 95 de la médaille d'argent, quoi. Donc j'ai encore un long chemin devant moi avant d'atteindre les niveaux supérieurs. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Pour autant, on se retrouve bientôt pour un second épisode qui sera consacré, cette fois, à une partie complète en associant le jeu de base à Corruption Ascension. Je pense qu'on procédera à une mission contenue dans le livret de règles de Corruption Ascension, justement, pour voir un petit peu la différence et puis être certain que le scénario prend en compte les apports de l'extension. Il ne me reste plus que vous dire à très bientôt. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Salut!